remercie effectivement l'ASPAD de m'avoir confié à cette discussion. Je préfère l'appeler ainsi parce que le cadre s'y est mieux à la suite des échanges, mais surtout au contexte qui justifie la présente réflexion. Donc, il faut déjà dire que le thème est intéressant d'abord par l'actualité des questions sécuritaires en Afrique, mais surtout par la nature même du sujet à débattre. Vous savez que le monde est en ébullition et finalement, lorsqu'on parle de sécurité, on a tendance à penser que ça devient quelque chose désormais de banal, dans le sens où il ne se passe plus une journée sans qu'un article de presse ou à la télévision, on ne parle de sécurité. Donc tout cela montre effectivement à quel point la discussion que nous aurons cet après-midi est une discussion éminemment importante, à la fois pour notre continent et pour notre monde et pour sa position dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce que comme vous pouvez l'imaginer, euh, l'Afrique ne fonctionne plus en vase clos. Elle est effectivement dans une espèce de dialogue, j'ai failli dire un commerce sécuritaire avec le reste du monde. Et il est important à chaque fois que une telle réflexion est menée, qu'elle soit effectivement articulée avec les problématiques d'ordre mondial. Donc, il m'a été demandé de réfléchir à un thème intitulé Les opérations de maintien de la paix en Afrique, bilan et solutions. Évidemment, lorsqu'on regarde la structure de ces thèmes, on pourrait s'imaginer que c'est un thème valise ou un thème bateau dans lequel on mettrait tout et n'importe quoi, mais je pense aussi que ce thème se justifie parce qu'il permet effectivement d'avoir une discussion plus large, plutôt que de la resserrer à des angles ou à des aspects précis. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu, tout en remerciant une fois de plus le LASPAD de m'avoir convié à cette discussion. Alors, en guise d'introduction, je dirais effectivement que si on évoque la question du maintien de la paix en Afrique, c'est d'abord parce elle est saisie dans un contexte contraint. Ce contexte-là est contraint par tout le discours lié aux mutations des opérations de la paix, des mutations qui elles-mêmes sont rattachées à des dynamiques budgétaires. Vous savez que une opération de paix, comme toute opération militaire d'ailleurs, que ce soit une opération militaire au sens hard ou au sens soft du terme, reste toujours coûteuse. Et enfin, c'est un contexte qui est contraint par la question de l'endogénéisation opérationnelle des processus de paix en Afrique. En clair, cette capacité effectivement de l'Afrique ou des Afriques, puisque vous avez bien vu dans la suite que je préfère parler d'Afrique pour désigner aussi une relation plurielle, puisque lorsqu'on parle souvent de l'Afrique ou du maintien de la paix en Afrique, on a l'impression que les processus sécuritaires en Afrique sont des processus purement homogènes. Pourtant, lorsqu'on observe, pour ne citer que les deux cas que j'ai abordés dans cette réflexion, la situation sécuritaire au Congo ou la situation sécuritaire au Mali, on voit très bien que les contextes et les dynamiques sécuritaires ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que je préfère parler d'une Afrique qui va donc voilà, dégager une multiplicité de territoires qui soient chrysogènes et conflictogènes. Et qu'est-ce qu'on va finalement observer? Qu'est-ce qu'on va finalement observer de manière principale dans ce questionnement? C'est de voir si finalement le maintien de la paix en Afrique a permis d'atteindre le cap de la paix positive au sens de Johan Galtung, c'est-à-dire une paix qui va bien au-delà de l'arrêt du crépitement des canons, de l'arrêt des hostilités militaires au sens martial du terme, pour envisager une sécurité globale qui prenne en compte des aspects liés aux droits de l'homme, à la démocratie, à la reconstruction, bref, la sécurité sur le temps long.
qui va donc déboucher sur ce qu'on appelle un peu au sens de l'école de Copenhague la sécurité humaine. Et c'est pour ça qu'on se pose la question effectivement de savoir quels sont les enjeux et les perspectives des perspectives d'un contexte assez contraint pour l'Afrique, dont vous l'avez si bien rappelé hein, au début de votre présentation, elle consacre une bonne partie des opérations de paix de maintien de la paix dans le monde. Ensuite, toujours en guise d'introduction, il va falloir effectivement se dire qu'on ne peut pas penser aujourd'hui, on ne peut pas discuter aujourd'hui des questions de maintien de la paix en Afrique, quel que soit le bord de l'Afrique, on prend effectivement, dans cette fois-là, on se permettrait de parler d'Afrique plutôt que des Afriques. Et donc, on ne pourrait pas envisager ces processus-là sans les lier aux dynamiques d'intégration régionale sur le continent. Et lorsqu'on évoluera avec la réflexion, vous verrez très bien pourquoi on essaye de mettre en musique ces dynamiques-là entre mutation des processus de paix d'une part et articulation avec les dynamiques sécuritaires régionales et sous-régionales d'autre part lorsqu'il le faut. Alors, on ne peut pas, même si vous avez évoqué quelques éléments à l'entame de votre propos, je dirais qu'on ne peut pas parler des processus de paix, en tout cas du maintien de la paix en Afrique, sans évoquer des éléments d'histoire qui permettent eux-mêmes de dégager les grandes lignes de l'histoire du maintien de la paix en Afrique, sans être exhaustif, bien sûr. Et effectivement, au rang de ces grandes lignes-là, on va évidemment mettre en lumière le déploiement de l'ONU au Congo, qui va effectivement être la première mission d'envergure, hein, qui va marquer effectivement l'engagement des Nations Unies en tant que garant de la paix et de la sécurité internationale sur le continent africain. Après, le sort de ce dispositif sécuritaire de restauration de la paix au Congo, on en discutera. On pourra en discuter durant les échanges, mais moi, je voudrais effectivement jeter comme ça des pavés dans la main, jeter des dés pour planter en fait le décor. Ensuite, autre grande ligne de ce contexte historique, c'est à saisir effectivement entre 1990 et 2000. Et pour tout spécialiste des relations internationales ou des questions sécuritaires, lorsqu'on parle de 1990, on s'arrête tout de suite. On s'arrête tout de suite, que ce soit d'un point de vue opérationnel, que ce soit un point de vue sécuritaire, parce que on se situe là au lendemain de la chute du mur de Berlin, ou plutôt dans le contexte de ce qu'on a appelé théoriquement la fin de la bipolarité, même si on peut discuter aujourd'hui de la bipolarité du monde, la fin de la bipolarité et l'avènement d'un monde multipolaire avec très exactement la désagrégation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-URSS. Donc, cela étant dit, c'est un contexte qui, entre 1990 et 2000, va permettre d'imaginer une nouvelle dimension du maintien de la paix. Cette nouvelle dimension du maintien de la paix qui va intégrer les aspects civils, les aspects liés aux droits de l'homme, liés à l'état de droit. Et si vous regardez très bien le contexte international, nous sommes quand même dans un contexte qui correspond aussi à une période où il va être imaginé ce qu'on a appelé l'agenda des Nations Unies pour la paix. Donc, on est quand même dans un contexte où le monde bouge et on se dit, est-ce qu'il faut réfléchir à la restauration de la paix dans une dimension purement martiale? Eh bien, la réponse était non. On s'est dit qu'il fallait intégrer les aspects liés aux droits de l'homme, à la démocratie, à l'état de droit, comme je le disais. Donc, c'était un moment fort des opérations de maintien de la paix en Afrique. Je ne voudrais pas rentrer dans des considérations, même si on pourrait y revenir sur la guerre du Biafra, qu'il faudra situer aussi dans ce contexte-là, ou encore le génocide rwandais, sachant que toutes ces questions peuvent renvoyer à ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, qui est un marqueur de mutation lorsqu'on étudie les opérations de maintien de la paix. Ensuite,
on va se rendre compte qu'il y a toujours un besoin de changement, un besoin d'amélioration dans la manière dont on saisit les opérations de la paix. Et c'est ce qui va justifier en 2018 le lancement de l'initiative Action pour le maintien de la paix, dont le but était effectivement de renforcer les missions. Il va sans dire effectivement que si on arrive en 2018 à cet état de choses, c'est que de manière rétrospective, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un réel problème de l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Et puis, moment fort d'un point de vue de l'analyse des opérations de maintien de la paix en Afrique, c'est le retrait de la MINUSMA en 2023. Donc, effectivement, il s'agit là de la mission des Nations Unies au Mali qui va symboliser un trait majeur des opérations de paix en Afrique, c'est la question de leur reconfiguration par l'appropriation régionale qui va être de plus en plus importante. À partir de là, à partir de là, on a assez d'éléments, assez d'outils pour saisir la trajectoire du maintien de la paix en Afrique. Et moi, je l'ai qualifié de trajectoire bigarrée. Je l'ai qualifié de trajectoire bigarrée parce que lorsqu'on regarde tout ce qui a été dit précédemment, on va bien se rendre compte que le maintien de la paix en Afrique est loin d'atteindre le cap de la paix positive. C'est pour ça que je dis que j'estime que nous étions encore, il y a eu des évolutions ultérieures, dans le statu quo de la paix négative, qui veut simplement dire effectivement une paix qui consiste à arrêter les hostilités et donc techniquement, dans le langage technique, on parle d'une paix qui va rechercher la désescalade sans toutefois reconstruire. Et j'ai essayé de faire le parallèle tout à l'heure en mobilisant les travaux de Joan Galtung à l'entame de mon propos sur effectivement la différence entre la paix négative et la paix positive. Et le cas du Mali permet effectivement de le voir lorsqu'on sait tout ce qui s'est passé au Mali jusqu'au retrait de la MINUSMA, sachant que jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'est pas toujours dans un état optimal de sécurité. Lorsqu'on parle de la trajectoire bigarrée du maintien de la paix en Afrique, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Je ne voudrais pas tous les citer parce qu'on n'aurait pas le temps d'envisager une réflexion sur tous ces éléments-là, mais je voudrais prendre les plus saillants. L'un des éléments les plus saillants lorsqu'on parle ou on ambitionne de penser une opération de maintien de la paix, c'est d'abord la question du consentement du pays hôte. Or, le cas du Mali a permis de voir un peu une forme d'hostilité envers la MINUSMA pouvait même déjà justifier l'inefficacité ou la fin assez précoce de cette mission-là des Nations Unies qui n'est pas allée jusqu'à son terme pour un élément très simple, pour une raison très simple. Il n'y a pas eu un véritable accueil de, de cette mission. Et ça va permettre d'aborder un deuxième élément qui est tout aussi lié au premier, c'est la question de l'articulation entre le consentement du gouvernement d'accueil d'une opération de paix et la manière dont ces opérations sont pensées à New York. Je pense ici aux travaux de David Ambrosetti qui décrit un peu le travail et qui permet effectivement de voir qu'il y a comme une forme de désarticulation entre la manière dont la paix est pensée à New York et la manière dont elle sera opérationnalisée sur le terrain. C'est la grande question du transfert des solutions internationales de sécurité. Comment est-ce que ces transferts-là sont articulés? Est-ce qu'ils prennent en compte les réalités locales? Est-ce qu'ils prennent en compte le véritable ancrage local de ces dispositifs-là? Ou alors, il s'agit simplement de penser à des recettes internationales qui pourraient circuler comme ça dans tous les terrains. Et s'il m'était posé la question de savoir si ces recettes-là pourraient circuler dans tous les terrains, la réponse est tout de suite non. Parce que, je l'ai d'ailleurs dit au sujet de la définition, la distinction entre les Afriques, les terrains de crise, les terrains de conflit ne se ressemblent pas. De ce point de vue,
on peut comprendre effectivement que la trajectoire du maintien de la paix en Afrique puisse être considérée comme une trajectoire bigarrée simplement parce qu'elle ne produit pas la paix positive, elle est limitée au stade de la paix négative, j'entends simple recherche de l'escalade, de limitation de la confrontation militaire, sans toutefois régler des questions essentielles liées aux droits de l'homme, à la reconstruction, à l'état de droit et à la démocratie. On peut donc, à partir de là, comprendre pourquoi une opération militaire, comme l'opération de militaire de maintien de la paix au Mali, a pu échouer. Je pourrais même rentrer dans d'autres considérations sur la frontière entre une opération de paix et la lutte contre le terrorisme. Parce que là encore, il y a des confusions qui vont être créées, sachant que de telles confusions vont entretenir un discours plutôt proche de l'intérêt national plutôt que celui de la sécurité collective. Donc, le cas du Mali est assez important pour comprendre cela. Et sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas, il y a pas de véritable succès d'une opération de paix à envisager si on n'a pas pris en compte la dimension de l'acceptation de l'État hôte. Dernier aspect, c'est la qualité des accords de paix. J'ai l'habitude d'appeler les accords de paix les accords en pièces pour indiquer en fait le niveau de rationalité qui préside à la signature de tels accords. L'idée en fait, c'est d'interroger la sincérité des acteurs, mais surtout l'esprit qui les anime, qui les guide vraiment au moment où ils signent ces accords. Et j'en veux pour preuve. Là, on peut sortir du cas malien pour prendre par exemple le cas congolais ou le cas centrafricain pour dénombrer le nombre d'accords de paix qui a été signé pour résoudre les problèmes de crise dans ces différents pays, sans toutefois que ces accords de paix ne conduisent à une véritable paix positive. Donc voilà les éléments en fait qui me permettent de penser que la trajectoire du maintien de la paix en Afrique est une trajectoire bigarrée parce qu'elle ne se limite qu'à la paix négative. Et pour donner quelques éléments de détail sur ce que je venais de dire, cette question de la volonté, de la réelle volonté de recherche de la paix des parties au conflit lorsqu'elles sont à la table pour signer un accord de paix, va revenir au bout du jour lorsqu'on va se rendre compte qu'après un accord de paix, peut-être 6 mois après, les hostilités recommencent et que les mêmes parties à la signature de l'accord de paix sont tout de suite promptes à reprendre les armes pour rendre encore de manière plus brutale, pour rendre encore fragile le contexte sécuritaire, non sans brutalité. Et là, on va se rendre compte que dans un pareil contexte, la posture des casques bleus va être une posture extrêmement fragile. Parce que dans ce contexte-là, ils ne peuvent pas véritablement protéger la population. Lorsque les principaux acteurs, même au conflit, ne sont pas, entre guillemets, sincères. Et lorsque je parle de sincérité, je l'ai dit tout à l'heure, je fais purement référence à l'issue et à la trajectoire des accords de paix. On n'est pas donc étonné que même après un accord de paix, qu'on puisse avoir encore des massacres qui se multiplient. Et il y a un dernier aspect qu'il ne faudrait pas négliger, c'est la question budgétaire. Je l'ai dit tout à l'heure, une opération de paix, ça coûte de l'argent, en plus de ce que ça peut coûter des vies lorsqu'elle est mal pensée. Et donc, cette question budgétaire est aussi à prendre au sérieux lorsqu'on analyse la trajectoire ou la dimension bigarrée des opérations de maintien de la paix. Cela étant, j'ai dit tout à l'heure que je préférais aller assez rapidement pour laisser du temps à la discussion. Cela étant, la dimension bigarrée du maintien de la paix des opérations de maintien de la paix en Afrique n'a pas forcément occulté la dimension liée à la mutation, puisqu'on observe aujourd'hui qu'il y a comme une forme de mutation du paradigme des opérations de maintien de la paix avec l'Afrique qui devient au cœur de la manœuvre. Et on va observer qu'en 10 ans,
le maintien de la paix en Afrique a changé d'échelle et de nature. D'abord, on va remarquer que les grandes missions des Nations Unies se contractent. Ensuite, on va remarquer que, il y a des coalitions régionales qui montent en puissance. Et que ça correspond un peu à ce que Norbert Elias appelait une anima collectiva ou une mise en avant d'une espèce de communauté de sécurité au sens de Karl Deutsch. Mais il y a aussi de l'autre côté les partenariats bilatéraux qui vont se multiplier et on voit qu'au cœur de toute cette dynamique-là, l'Afrique commence à disposer d'un cadre financier plus ou moins stable pour agir dans les opérations de maintien de la paix. Ça va donc correspondre à un paysage plus ou moins recomposé, au sein duquel on va remarquer que des pays comme le Rwanda s'imposent comme de véritables prestataires de sécurité, mais des prestataires rapides. Parce que lorsqu'on parle de mutation du paradigme, il y a la question de la rapidité qui est prise en compte. Il faut savoir que pour qu'une résolution puisse donner la possibilité d'engager une opération de paix, il y a quand même un certain nombre d'activités qui sont menées aux Nations Unies. Je parlais tout à l'heure de David Ambrosetti qui décrit un peu tout cet environnement, sachant que dans cette multiplicité d'activités-là, il peut y avoir des blocages liés aux intérêts nationaux, liés à ce que représente euh, la future opération de paix pour les intérêts des pays dans la région, comme pour dire en fait que ce n'est pas une mince affaire. Donc, le fait de changer de paradigme permet donc de contourner cette question de la lenteur pour imaginer des opérations qui soient euh, beaucoup plus rapides. On va donc constater là qu'il y a une véritable transition dans l'architecture africaine de paix et de sécurité, puisqu'on va voir à partir des cas concrets, comme au Mali, que le fait que la MINUSMA soit partie répondait aussi à ce besoin-là, d'abord d'ancrage local d'une opération qui ne serait plus contestée, on ne va pas refaire l'histoire ici, mais surtout ce besoin de rapidité dans l'action. Et je ne peux pas aborder cette question sans revenir sur des questions d'intérêt national dont je parlais tout à l'heure, en faisant le distinguo entre une opération de maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme, sachant que à la frontière entre les deux pourrait très vite se noyer la question des intérêts nationaux, des intérêts nationaux autant pour moi. De la même manière, la reconfiguration de la MONUSCO au Mali ou encore le passage les mutations opérées dans les opérations de maintien de la paix en Somalie montrent effectivement qu'il y a une mutation de paradigme avec une présence beaucoup plus africaine dans la gestion de ces questions. On ne pourrait pas négliger, bien évidemment, la question de la présence occidentale au Sahel. Peut-être ça fera l'objet des discussions tout à l'heure, mais cette question aussi, la manière dont elle a été traitée et la configuration aujourd'hui de la présence occidentale au Sahel vient confirmer cette mutation du paradigme de la transition des opérations de paix en Afrique avec l'Afrique au cœur de la situation. Mais il ne faudrait tout de même pas oublier que malgré tout ce qui vient d'être dit, la soutenabilité d'une opération de paix va toujours dépendre des questions de renseignement. Et c'est là où on va encore interroger le rapport à l'Occident, parce que le renseignement aujourd'hui, d'un point de vue technique, que ce soit le renseignement opérationnel, que ce soit le renseignement prévisionnel, va toujours impliquer une bonne dose de collaboration avec l'Occident. Je pense ici aux questions technologiques pour localiser les positions des assaillants, faire du renseignement prévisionnel et finalement anticiper. Ces questions vont finalement permettre de voir comment est-ce qu'on articule cette transition paradigmatique avec toujours la nécessité de collaborer avec l'Occident. Et je le dis parce que lorsqu'on parle de transition paradigmatique, il ne s'agit pas de penser les opérations de paix en Afrique sans l'Occident ou exclusivement africaine. Il s'agit d'abord de la responsabilité de l'Afrique, mais je l'ai dit d'entrée de jeu,
l'Afrique ne fonctionne pas en vase clos et nous sommes dans un monde interconnecté où nous avons toujours besoin de collaborer. Et d'ailleurs, et c'est tout ça l'essence du multilatéralisme aujourd'hui, sinon des organisations comme les Nations Unies n'existeraient pas. Cela voudrait dire, cela voudrait dire que il y a des leçons à tirer. La première leçon à tirer, c'est en tant qu'Africain. Et croyez-moi, ce n'est pas une position biaisée ou dénuée de toute forme de neutralité axiologique, mais c'est une position intellectuelle et scientifique qui vise à réfléchir sur la place de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a toute une discussion aujourd'hui sur la réforme du Conseil de sécurité. Je n'ai pas voulu rentrer dans cette discussion, bien qu'elle soit essentielle on analyse la question des opérations de maintien de la paix en Afrique. Donc, il y a cette question qu'il faut prendre au sérieux. Après, il y a la question de l'autonomisation de l'Union africaine. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait de grands pas qui sont faits, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser véritablement l'Union africaine comme une organisation régionale qui soit autonome? La question est ouverte. On pourra en parler tout à l'heure lors des échanges. Après, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est celui du renforcement des processus d'intégration régionale et donc de renforcement de l'idée de communauté de sécurité au sens de Karl Deutsch. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Comment penser le maintien de la paix en Afrique si l'idée des communautés de sécurité reste fragile? Et lorsque je le dis, j'ai en mémoire la question de la dislocation de la CEDEAO pour une raison ou pour une autre, mais en tout cas, qui reste d'un point de vue analytique une question problématique, puisqu'elle va interroger la question la viabilité des communautés de sécurité en Afrique. Et enfin, je l'ai suffisamment dit durant ma présentation tout à l'heure, la question budgétaire n'est pas à négliger. Lorsqu'il faut même penser à la place de l'Afrique au Conseil de sécurité, qu'il faut penser à l'autonomisation de l'Union africaine ou encore au renforcement des processus d'intégration régionale pour rendre viable l'idée de communauté de sécurité, il reste que s'il n'y a pas une vraie programmation financière derrière, la question des opérations de maintien de la paix en Afrique restera toujours une question qui ne sera pas complètement analysée, sachant qu'il n'y a pas d'opération de la paix sans finance solide. Donc, je voudrais m'arrêter là. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je lançais le débat. Je préfère beaucoup plus des analyses plutôt que des présentations qui ressemblent beaucoup à un monologue parce que je crois effectivement à la force du débat. Donc, je vous remercie pour votre attention.